Il y a le buzzword IA et il y a le sur-buzzword qui est l'IA générative. Côté défense, on n'a pas d'autre choix également que d'accélérer. Ça tombe bien, c'est un petit peu la promesse notamment que fait l'IA générative. Si l'IT fournit un service équivalent de même facture, il n'y a pas de problème. Il n'y aura pas de contournement. Il n'y a rien de mieux qu'un employé pour savoir comment accélérer ses propres tâches. Les attaquants ne sont pas experts en tout et typiquement ils sont comme nous. C'est rassurant. Ils utilisent ChatGPT pour combler des lacunes. Pour moi, les IAPC, ça va être une nécessité. Je me demande s'il n'y a pas aussi un aspect tout simplement de méconnaissance. Qu'est-ce qui représente de la donnée privée ou pas? Bonsoir à tous et bienvenue à notre nouvelle émission de Risque Intel Média, ce soir en partenariat avec Intel vPro. On va parler de la thématique suivante, l'IA en cybersécurité, buzzword ou réelle avancée technologique pour les entreprises. On a avec nous 3 experts avec lesquels on va pouvoir débattre, échanger, on va pouvoir poser vos questions, poser les miennes et je vais leur laisser la main pour pouvoir se présenter dans un premier temps. On va commencer par Tristan. Enchanté. Donc Tristan Ladrèche, Technical Solutions Specialist pour Intel. En des termes un peu moins techniques, je suis le responsable technique des comptes banques et automobiles pour Intel en France. Michael. Bonsoir, merci Yasmine pour l'invitation. Michael Legal, je suis responsable des équipes techniques d'avant-vente chez CrowdStrike pour la France. L'IA chez nous, c'est un sujet fortement d'actualité, chez nos clients aussi. Je suis ravi d'en discuter avec vous ce soir. Merci. Et Eric. Donc Eric Bézy, Dell Technologies, je suis directeur technique et CTO. Effectivement, Dell Technologies, on porte beaucoup d'IA aujourd'hui, on fabrique des usines à IA, on va jusqu'au PC et jusqu'au Edge, et tout ce qui va autour pour le sécuriser. Donc bon, c'est un sujet d'actualité par rapport au débat de ce soir. C'est un beau débat d'ailleurs, puisque finalement, moi j'entends un peu de tout, c'est-à-dire entre les personnes qui nous disent bah non, dans la cybersécurité, on a toujours vu de l'IA, ça fait 30 ans qu'on en fait, et puis ceux qui vous disent bah non, c'est un buzzword marketing aujourd'hui qu'on utilise, et surtout depuis qu'on a vu ChatGPT apparaître. Et d'ailleurs, tu me disais ça tout à l'heure, Tristan, on a même dans les notions de définition certaines incompréhensions qu'on va pouvoir revoir ce soir. Je vais commencer par la première question, et pour ça, je vais vous partager notamment une citation de Gary Helslip, qui est CISO chez SoftBank, et qui a dit la chose suivante. Il y a 10 ans, l'utilisation de l'IA était un facteur de différenciation, mais dans le secteur de la cybersécurité d'aujourd'hui, on suppose que tout le monde l'utilise, y compris les cybercriminels. Après une brève mention, vous n'avez pas besoin de le répéter encore, s'il vous plaît, veuillez utiliser ce buzzword avec discernement. Qu'est-ce que vous pensez déjà de cette citation ? C'est vrai, globalement, on retrouve un peu de l'AI washing. Il y a eu le greenwashing à une époque, là on est un peu sur ça, et on voit aujourd'hui l'IA, ça ne se réinvente pas, mais la grosse différence quand même, c'est que l'IA générative a donné un gros coup de projecteur sur l'IA en général et au niveau des COMEX des entreprises. Donc ça a donné un gros coup d'accélérateur à l'IA en général. Dans nos domaines, la cyber et la technologie, les IT, c'est quelque chose qu'on fait depuis très très longtemps. Chez Dell, on l'intègre dans nos produits, on l'intègre dans nos services. Par contre, l'IA générative, on en parlait tout à l'heure, ça crée des choses. Et ça vient plutôt compléter ce qu'on savait déjà faire. Il y a 2 exemples autour de la cyber. C'est créer des scénarios réalistes d'attaques potentielles auxquels on n'aurait pas forcément pensé, parce que l'IA générative a la capacité de scruncher beaucoup de données et de créer, par rapport à ces données qu'elle va cruncher, des scénarios probables auxquels un humain ne penserait pas forcément. Et que ce soit dans le côté attaque, mais aussi dans le côté réponse également. On se dit les choses franchement, c'est clairement tendance, ça suscite énormément d'intérêt. L'IA, peut-être d'un peu de fascination, au point même qu'il y a l'intention pour pas mal d'acteurs de mettre un label IA là où c'est pas forcément légitime. Mais je te rejoins, Eric, quand tu dis que c'est quelque chose qui est utilisé depuis longtemps. Typiquement, il y a des entreprises qui l'utilisent depuis des dizaines d'années. Nous, chez CrowdStrike, pour les use cases de détection qu'on a bien en tête, c'est ce qu'on fait de l'IA depuis un certain temps, avec l'idée de collecter la milliard de télémétrie qui provient des endpoints, et ensuite de l'enrichir avec l'expertise des équipes de réponse à incidents, des équipes de threat hunting, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est un comportement malveillant versus un comportement légitime. Donc ça existe déjà. Et effectivement, l'IA générative apporte un peu un renouveau, un nouveau coup de projecteur. Mais même là, moi, je pense à pas mal de use cases qui sont très concrets et qui sont très intéressants pour les entreprises. On va peut-être pas tous les citer, mais... Je veux bien quelques-uns, justement, pour que concrètement on comprenne, justement. Alors, moi, mes préférés, c'est ceux qui sont plutôt autour du SOC.
Le premier d'entre eux, ça va être par exemple dans le cas d'une détection au sein du SOC, de pouvoir ramener différents éléments, essayer de construire toute l'image de ce qui s'est passé, donc essayer de comprendre quelles sont les machines qui étaient impactées, les identités, lier ça peut-être avec de la threat intel, avoir tout ça au sein d'un même lieu et de pouvoir très rapidement avec un bouton générer une première analyse de premier niveau pour dire voilà ce qui s'est passé, il y a une connexion à tel endroit et pouvoir faire une première forme de triage très utile pour quelqu'un dans un SOC. Il y en aurait d'autres aussi un peu plus en amont dans les aspects d'ingestion de données. N'importe qui a bossé sur des projets SIEM connaît la difficulté que c'est d'ingérer toutes sortes de données à partir du moment où elles ne sont pas nativement gérées. Donc avec le fait d'écrire des parseurs, c'est fastidieux, ce n'est pas franchement à valeur ajoutée. Donc ça, c'est des choses qu'on propose désormais, c'est la capacité de simplement regarder un échantillon de log et à partir de là, de générer automatiquement des parseurs. Donc c'est quelque chose que je pense personne ne va regretter faire, clairement. Et encore plus en amont, nous on a des services de tests de pénétration et en amont de tous ces services-là qui bénéficient, comme j'expliquais tout à l'heure, de scénarios, de création de scénarios réalistes d'attaque et qui sont joués par des IA au fil de l'eau. Comme ça, on s'assure qu'il n'y a pas de dérive sur le système d'information du client et qu'il est toujours sous contrôle par rapport à des attaques potentielles. Alors, selon vous, est-ce que tous les outils, et je dis bien tous les outils de cybersécurité, devraient aujourd'hui avoir de l'intelligence artificielle générative ? Et j'ai vu, du coup, Eric et Michael ne pas tomber dans le piège. Dans la citation de tout à l'heure, justement, ça parle d'IA, pas d'IA générative. Il faut vraiment faire la distinction. C'est quelque chose qui m'est très cher et qui est justement, parce qu'il y a le buzzword IA et il y a le sur-buzzword qui est l'IA générative. Attention, l'IA générative génère quelque chose. Quand on détecte des menaces, ce n'est pas de la génération, c'est de la détection par algorithme d'intelligence artificielle. Et donc c'est vrai qu'il faut vraiment faire le distinguo entre les deux et pour pas tomber dans le piège du buzzword, justement. Et c'est très important parce que ça décrédibilise totalement un message. Si on parle d'IA générative quand il ne s'agit que d'IA pour de la détection, c'est quelque chose qui est totalement différent et qui peut décrédibiliser le message. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est plutôt savoir où c'est utile. Parce que ça a un coût. C'est un coût à développer, c'est un coût de plateforme à mettre en place, parce que c'est pas la plateforme de Monsieur Tout-le-Monde pour faire tourner ce genre d'environnement. Quand on parle de sécurité, on est plutôt aussi tendance à mettre ça chez soi, sur ses propres logs, à réinternaliser pour contrôler. Je pense qu'on y reviendra dans le débat parce que c'est un sujet. Et donc, nous, on complète nos solutions. On a des solutions d'IIOps, donc on met de l'IA dans les ops depuis longtemps. Un exemple, on va pouvoir faire avec de l'IA classique, analyser en moins de 3 minutes 1000 serveurs en termes de degré de risque de cybersécurité par rapport à des CVE ou des règles de dérive. Donc ça, c'est pas de l'IA générative. Par contre, dans la réponse, on est capable de corréler dans la gestion d'incidents sur ces outils. On a rajouté de l'IA générative pour fournir ce qu'on appelle en anglais le next best action. Donc ce qui pourrait être la bonne procédure par rapport à des cas qui sont produit avant, il va agréger le process et les étapes. Ça fait gagner énormément de temps. On a déjà des chiffres, parce que nous, on l'applique en interne à nos équipes support, mais on le met en self-service pour nos clients. Et on a des chiffres internes qui donnent à peu près 93% de gains sur les gestions de tickets de support. Donc ça a quand même un impact assez significatif. Mais il faut le mettre au bon endroit et à bonne escient. Un autre exemple d'IA classique qu'on utilise aussi, c'est on fait tous des coffres forts de données. On a, nous, une solution qui fait ce qu'on appelle du cyber recovery. On va sanctuariser les applications les plus critiques de l'entreprise, qu'on va appeler, pour être capable, en cas d'attaque, de revenir en arrière très vite. Donc, minimum viable company, on appelle ça. Donc, on met le minimum là-dedans. Par contre, il faut savoir s'il n'y a pas eu insidieusement des choses qui se sont passées. Donc, on utilise de l'IA qui regarde l'entropie des systèmes et qui est capable de détecter du D0, ce qui est différent de ce qu'on peut trouver en classique, en amont. Mais ça, c'est de l'IA classique, pour identifier des patterns. Donc là, par exemple, l'IA générative là-dedans, pas vraiment. Donc finalement, oui, on a de l'IA, mais il faut savoir où la mettre, déjà parce qu'il y a un coût derrière, et puis que parfois, on n'en a pas tant besoin que ça, en fait. C'est toujours le problème, c'est pour quel usage et pour quel bénéfice. Là où je te rejoins, Eric, tu parles de la rapidité. Pour moi, c'est clé. En fait, on veut utiliser de l'IA, mais moi, j'aime bien revenir à l'analyse de risque. En gros, de l'IA, pourquoi faire ? Pour adresser quel risque ? Et quelle est l'observation qu'on fait, on va dire assez classiquement ? C'est globalement, les adversaires, ils sont de plus en plus rapides. Il y a tout un tas de manières de le mesurer. Nous, on mesure ce qu'on appelle le breakout time, c'est-à-dire le temps qui est entre la première compromission d'un premier hôte et le premier mouvement latéral vers un autre hôte. Parce que souvent, pour l'attaquant, le premier hôte, c'est pas celui qui a le plus d'intérêt. Et globalement, ça, ce temps, il fait que diminuer. Il est passé de 84 minutes l'année dernière
à 62. Le plus rapide qu'on ait vu, c'est 2 minutes 07. Donc, ça donne une idée un peu de la vélocité des attaquants. Du coup, côté défense, on n'a pas d'autre choix également que d'accélérer dans nos processus. Donc, ça tombe bien, c'est un petit peu la promesse notamment que fait l'IA générative. C'est pas révolutionnaire, mais ça permet de faire des tâches là où on mettait peut-être des heures, des jours à les faire auparavant, à les faire de manière beaucoup plus rapide. Pour parler de ce qu'on connaît, nous, notre assistant conversationnel, donc, qui s'appelle Charlotte AI, l'idée, c'est de pouvoir donner en langage courant une requête, par exemple, dis-moi les attaquants qui ciblent des entreprises similaires à la mienne. Et là, on va les chercher à travers tous les différents modules, à la manière que le ferait un analyste senior formé sur toute la plateforme, aller chercher les infos de Threat Intel pour connaître les techniques, les tactiques, les procédures propres à cet adversaire, essayer de voir s'il y a des marqueurs dans l'environnement, par exemple des vulnérabilités qui sont communément exploitées par cet adversaire, de voir s'il y a peut-être des détections, bref, de constituer tout ce puzzle-là. Et je pense que le threat hunting, c'est un bon exemple dans le sens où on manipule beaucoup de données et l'IA générative est particulièrement pertinente là-dessus. Et je vais compléter ce point. C'est la sécurité, ça n'incombe pas qu'à l'équipe sécurité. Tu le disais tout à l'heure, il faut sécuriser le process global et ça doit être partout. C'est un motto chez Dell où on en met partout, dans le hardware, dans la supply chain. On sécurise tout, on est capable de signer les serveurs et de s'assurer qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'est mis un man in the middle, mais en hardware, même en software. Donc on signe tout ça. Et pour vous donner une illustration, ce que fait l'IT de Dell, on utilise de l'IA générative sur la mise en production. Donc ça, c'est plutôt dans le process de mise en production pour demander à l'IA générative, décris-moi ce que ce code fait. Donc c'est une double vérification par rapport à ce qu'il est supposé faire, parce que l'IA générative, la force, c'est que par contre, ça peut créer une documentation. Et c'est capable de lire différents langages, même assemblés. Donc on est capable de faire ça. Et comme ça donne, bon, mais c'est bien ce que les devs nous ont dit qu'on devait passer en production, et c'est bien conforme. Donc ça nous a fait gagner énormément de temps, une fiabilisation des mises en production de façon très drastique. Alors à distance, on pose la question, est-ce que vous pouvez définir parseur pour les gens qui ne s'y connaissent pas ? Tout à fait, oui, le parseur, c'est simplement le bout de code qui permet de regarder les journaux, les logs, et essayer de comprendre ce que c'est. Tel champ, ça correspond à une IP, tel autre champ, ça correspond à, je sais pas, un marqueur de temps, un timestamp. Donc, soit c'est fait en général nativement, et auquel cas c'est facile, soit ça nécessite d'écrire du code. Et c'est pas, je dirais, le type de code que les développeurs rêvent de développer un jour. C'est des choses un peu fastidieuses. En plus de ça, c'est souvent mis à jour. Il suffit que le fournisseur change un petit peu le format de ses logs pour que vous ayez à modifier le parseur. Bref. Est-ce que ça répond à la question ? Je pense. Alors, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, puisque tu parlais justement des cyberattaquants. Et je peux me poser la question, alors, quid des attaquants ? Est-ce que ça a vraiment décuplé leur force ? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Et notamment, j'avais vu cette coupure de journal qui dit que l'IA permet la génération de malware polymorphique à l'instar de Black Mamba. Est-ce que déjà, peut-être tu peux m'expliquer ce que c'est et puis après répondre à la question ? Ouais, alors, première chose à préciser, c'est que Black Mamba, c'est un malware proof of concept. C'est-à-dire que c'est une équipe de recherche qui l'a développé pour montrer que c'est possible. L'idée, c'est simplement que, au fur et à mesure de son exécution, on va aller modifier une partie du code en interrogeant justement un LLM qui est légitime, comme ChatGPT ou un autre, je ne sais plus lequel a été utilisé ici, plutôt qu'un serveur command and control. Ce qui fait que voilà, c'est vu comme quelque chose de légitime et ça crée cet aspect polymorphique. Bon, c'est également exécuté en mémoire plutôt qu'écrit sur le disque. Maintenant, est-ce que c'est une révolution dans la manière, dans la sécurité offensive ? À mon sens, plutôt non, dans le sens où écrire en mémoire, déjà, c'est la raison pour laquelle on a quitté le monde plutôt de l'antivirus pour aller vers des choses où on récolte la télémétrie, vers les EDR. Et en plus de ça, c'est pas vraiment ce qu'on observe dans le monde réel. En fait, moi, j'aime bien regarder à des observations concrètes que font les équipes de réponse à incidents, les équipes de threat hunting. Et globalement, ce qu'ils nous disent, c'est que l'IA a plutôt tendance, on va dire, à abaisser le coût d'entrée pour les attaquants, pas forcément à créer des nouvelles générations comme ça de malware qui seraient impossibles à attraper. Il y a d'une part la possibilité de générer du code, donc voilà, ça peut être un malware, ça peut être aussi écrire des exploits, là où ça prenait peut-être des jours auparavant, ça va prendre quelques heures. En réalité, c'est pas ce qu'on observe le plus. Ce qu'on observe le plus, c'est la deuxième chose, c'est plutôt la capacité aussi à faire des campagnes de social engineering
à plus grande échelle. On a parlé des deepfakes, ce genre de choses. Donc ça, on l'a un peu plus vu. On a quand même, malgré tout, quelques exemples dans des rapports qu'on a publiés d'utilisation de l'IA générative par des attaquants. On avait un exemple sur le groupe Indrik Spider, par exemple, en février 2023. Je crois que c'était le premier. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire aussi, les attaquants ne sont pas experts en tout. Et typiquement, ils sont comme nous. C'est rassurant. Ils utilisent ChatGPT pour combler des lacunes. Donc, on a vu dans les commandes qui étaient faites, quelqu'un qui essayait d'extraire des identifiants d'un Azure Key Vault et qui interrogeait Bing, Google et aussi ChatGPT. Bon, à l'inverse, on a aussi des groupes un peu plus experts où là, on va avoir vraiment des scripts PowerShell qui ressemblent trait pour trait à ce que pourraient générer des LLM. Donc, les attaquants l'utilisent. C'est pas magique non plus, ça peut demander un peu de travail, mais l'idée est plutôt, tout comme les entreprises, les hackers sont des businessmen et il y a une question de ROI. Il y a même un service client apparemment. C'est vraiment, Parfois. c'est vraiment des businessmen pour le coup. Alors, j'ai une question de Zacharia, qui la pose en anglais. Je ne sais pas, Zacharia, si tu nous écoutes en français, mais qui la pose en anglais. Je vais la traduire et qui demande « J'aimerais beaucoup savoir l'importance... alors, je vais vous le donner en anglais. Given by the market to XYI, explainable AI ». Donc, je pense qu'il parle des IA d'explication. Alors, Zacharia, il faudrait peut-être nous la poser en français pour le coup. Peut-être... bon, si je le comprends... Hein. Oui. Alors, je ne sais pas, Zacharia, comment tu fais pour nous écouter. Qu'est-ce que c'est qu'une explainable AI? C'est-à-dire, oui, voilà. Est-ce qu'on arrive à savoir ce qu'on fait quand on prend une décision, quand on utilise l'IA générative? C'est un sujet Absolument. important. Ça se développe aujourd'hui. On travaille sur des algorithmes pour le faire. Ça existe. On l'utilise chez Dell, déjà. Pour donner une illustration, vous parlez avec une IA générative, elle vous sort une réponse. Déjà, il y a certaines IA génératives qui ne vous donnent pas leur source. C'est déjà un problème. Si vous avez déjà les sources, vous dites, bon, déjà, je peux aller revérifier un peu ce qu'il m'a dit, si c'est vraiment bien ou s'il y a du biais, il y a du bruit. Et peut-être que ce qu'il m'a sorti, même gré les sources, il n'a pas bien compris et il m'a mis du bruit. Quand on va faire de l'explainable AI, on va avoir une fenêtre à côté. C'est comme la fenêtre développeur dans votre navigateur, là, quand vous commencez un peu à regarder ce qui se passe quand vous surfez. Eh bien, vous avez une fenêtre développeur, entre guillemets, à côté de votre chat qui vous dit, voilà, par rapport à ce que je suis en train de donner comme réponse, j'ai utilisé telle information de ça et j'ai un degré de scoring d'accuracy qui est de temps. Et comme ça, vous en déduisez la réponse et vous, ça vous donne plus de confiance pour l'utiliser et pour le mettre en application. C'est les sujets d'hallucination, etc. Je ne sais pas s'il a répondu à la... Il a répondu, il a dit oui, exactement. Bon, voilà. Donc c'était ça. Ouais, il y a plein de problèmes qui sont liés à ça. Je les vois sur certaines entreprises qui, par exemple, aimeraient utiliser de l'IA au lieu de faire des calculs physiques. Par exemple, c'est très utilisé en mécanique des fluides. Ça prend énormément de compute. Et de remplacer l'algorithme qui va calculer comment le fluide s'écoule, de remplacer ça par une IA, le problème, c'est que quand on design des voitures ou des avions, on ne peut pas laisser de place au doute. Et donc, évidemment, c'est un très gros problème. Alors, je ne sais pas si dans le milieu de la cybersécurité, il y a quelque chose qui se rattache à ça. Mais effectivement, l'IA pourrait permettre d'avoir des résultats bien plus rapides. Mais derrière, il faut savoir être sûr que le résultat, ce soit la physique qui soit attendue. Et donc ça, c'est vrai que c'est des très gros problèmes aujourd'hui dans les entreprises. Mais bon, ça revient à un sujet, il faut des gens quand même qui aient l'expertise pour valider, Oui, mais ça permet d'accélérer. exactement. Nous, on a un client dans le médical, parce qu'en fait, l'ADN, c'est un alphabet de 4 lettres. Et donc, quand vous utilisez du Natural Language Processing, les IA génératives, c'est ça. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, quand vous faites une recherche d'un vaccin, c'est à peu près 300 candidats molécules possibles. Donc, vous imaginez les tests cliniques qu'il faut derrière. Vous mettez de l'IA générative en place, il n'en reste plus que 20. Donc, le facteur d'échelle, c'est x15. Donc, là, le ROI, je ne vous en parle même pas. Hein. C'est fait en 3 secondes. Et là, par contre, effectivement, comme tu le dis, il faut appliquer les principes sur ces 20 tests qui restent pour s'assurer que ça va être bon. Quand on va l'injecter à quelqu'un, que ça ne va pas le tuer. Donc ça, c'est sûr. Et ça revient à ton principe de mécanique des fluides. Nous, on travaille sur ces sujets-là, effectivement. On parlait tout à l'heure dans l'automobile sur McLaren. On travaille des usines, de ces technologies de mécanique des fluides, et jusque sur les pistes pour mettre de l'IA à tous les endroits, et pas que de l'IA générative. Pas que de l'IA générative. Alors, je vais juste donner un exemple de Stéphane. Donc, Stéphane qui dit le problème générique de l'IA lorsqu'elle préconise des solutions, exemple génération de réponses suite à une question, et qu'elle ne cite pas ses sources, difficile de savoir dans ces conditions sur quoi elle base sa réponse. Dans le cadre de la traite Intel, c'est moins problématique, mais appliqué par exemple à de l'analyse comportementale, l'IA peut prendre des décisions parfois étranges. Copilote met des sources Gemini. Non, point d'interrogation.
C'est un vrai sujet. Le côté auditable, aujourd'hui, à mon sens, on n'est pas forcément là où on devrait être sur ce sujet. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une confiance un peu aveugle dans le processus de décision et de fait, on n'a pas toujours accès. Il y a souvent différentes couches de neurones au point qu'à la fin, on a un résultat. Et idéalement, dans un monde idéal, il faudrait que ce résultat il soit à la fois vérifiable, mais même qu'on puisse, même d'un point de vue légal, qu'il puisse être défendable, qu'il puisse être argumenté. Là-dessus, nous, on a plutôt pris le parti avec Charlotte AI de ne fournir que des réponses qui sont auditables, qui sont traçables entièrement avec l'intégralité des marqueurs qui ont été cherchés dans la plateforme. Et sur l'aspect accuracy aussi que tu citais, Eric, dans le domaine, je dirais, du grand public, c'est pas très grave, ça peut limite être un peu rigolo. Les côtés hallucinations, on pose une question, la réponse est un peu décalée, ou du moins elle semble probable et c'est pas tout à fait la réalité. Dans notre domaine à nous, de la sécurité, où on parle de prise de décision en rapport à ce qu'on voit, pour le coup, on peut pas se permettre. Donc il y a des vrais sujets par rapport à ça. Il n'y a pas de recette miracle, navré pour ceux qui nous regardent, mais il y a quand même des pistes, c'est-à-dire de peut-être pas considérer tous les jeux de données de la même manière. Et typiquement, le fait de regarder de la documentation en disant voilà comment ça marche, voilà comment tu as accès aux réponses, ça c'est de l'information fiable, solide, versus peut-être d'autres choses qui peuvent être moins fiables. Alors Thomas pose une question, et en fait Thomas, je me suis posé exactement la même question. Donc il dit, on lit partout que le secteur de la cybersécurité souffre d'une pénurie de main-d'œuvre. L'IA va-t-elle combler ce besoin de main-d'œuvre ou modifier les métiers et pratiques existantes? Est-ce déjà le cas? Et c'est vrai que quand tu parlais tout à l'heure d'IA qui peuvent par exemple avoir le niveau d'un threat intel senior, je me suis posé cette même question. Donc est-ce qu'aujourd'hui l'IA va permettre de combler ce besoin de main-d'œuvre? Moi, je ne pense pas à 100%, on vient de le dire. Il faut quand même que quelqu'un puisse valider la véracité. Je parle de l'IA générative. Après, il y a des technologies d'IA, oui, les IA déterministiques, parce que là, on est sûr, c'est suffisamment ciblé pour pouvoir avoir des résultats probants, avec des preuves qu'on peut formaliser de manière informatique. Mais sur l'IA générative, clairement, on vient de le dire, il faut quand même une expertise. Après, on peut la spécialiser. C'est le but d'ailleurs de toutes les entreprises aujourd'hui qui veulent vraiment utiliser l'IA générative à l'échelle, le font en intégrant leurs propres données, que ce soit des données cyber ou autres, pour la spécialiser. Et justement, plus on lui donne des données contextuelles précises, moins elle va dériver dans le temps. Il n'empêche, en fonction de la criticité de la tâche qu'on confiera à l'IA, comme tu le disais très bien dans la cyber, il faudra peut-être quand même que quelqu'un vérifie à la fin du fin ce qui se passe. Ça veut dire que cette personne devra garder les compétences dans le domaine. Et donc, je pense qu'il y a une étude, je regardais avant de venir, de Cloud Security Alliance, qui est publiée en 2024, là, sur les tendances justement de l'IA dans la cyber, sur cette notion de job. Il n'y a que 12% qui pensent dans la cyber qui vont se dire « j'aurai plus de job ». La réalité, c'est plutôt entre 30 et 50%, si on cumule tous les chiffres, qui vont se sentir augmentés par l'utilisation de l'IA pour faire des tâches en moins, qu'ils n'auront plus à faire, et d'autres qui leur permettent d'aller plus vite. Donc je pense qu'on voit plutôt ça, et c'est pas que dans la cyber, moi je le vois, je suis transverse, donc je vois d'autres domaines. On est plutôt dans de se dire, c'est plutôt ceux qui ne savent pas utiliser l'IA qui vont se faire remplacer par celui qui saura l'utiliser. Mais c'est plutôt comme ça qu'on voit les choses. Puis ça descend souvent sur un sujet qui est évoqué souvent dans les différentes task forces qu'il peut y avoir avec l'État ou autre, c'est le sujet de la responsabilité. Alors ça fait aussi le lien avec ce qui vient après sur le Shadow AI, mais justement, à un moment donné, quand on utilise l'AI pour accélérer quelque chose, que ce soit de la simple rédaction d'un email, voire ce que j'expliquais tout à l'heure, de la simulation d'écoulement des fluides, il y a bien quelqu'un qui doit prendre la responsabilité. On a le sujet aussi sur l'autonomous driving. Alors ça, je le mets un peu à part, mais c'est vrai qu'il y a ce problème-là de qui a la responsabilité lorsque la voiture se conduit toute seule. Est-ce que c'est le fabricant de la voiture, celui qui a fait le software, le conducteur? Et donc en fait, je ne suis pas sûr que ça remplace quoi que ce soit et que ça permette de remplacer des gens à proprement parler, parce qu'il va falloir toujours avoir quelqu'un capable de dire oui, c'est bon, j'appuie sur le bouton, c'est la réponse envoyée par l'IA est bonne, ou au contraire, dire que ce n'est pas ce qu'il nous faut, et donc prendre cette responsabilité-là. Et donc c'est un peu plus profond sur certains sujets plus ou moins critiques. J'imagine que vous devez avoir le cas si, justement, d'un point de vue cybersécu, vous avez un agent qui prend des décisions, faut bien que la responsabilité, elle retombe sur quelqu'un. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez core à ce sujet-là et qu'il faut toujours garder en tête.
Alors, tu voulais dire quelque chose, Michael ? Ouais, on a posé cette même question à nos clients qui étaient les early adopters de la solution Charlotte, en disant où est le gain et comment ça influe aussi sur la gestion des équipes. Et globalement, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il y a un gain qui mesure aux alentours de 45% en productivité, mais qui est plutôt dans le fait de dire on gagne du temps sur tout ce qui est l'onboarding, la formation des utilisateurs sur la plateforme. Là, on a un outil qui nous permet tout de suite d'être formé à tous les modules. Et ça va plutôt permettre de combler un gap qui est existant, c'est-à-dire celui qu'on n'a pas le temps d'être partout, de traiter tout ce qui devrait l'être, mais pas forcément, je dirais, de supprimer des postes. Alors après, à titre plus personnel, je pense qu'au même titre qu'à l'avènement d'Internet et des moteurs de recherche, c'est de nouvelles compétences qu'il faut que les nouveaux arrivants sur le marché en fait, vont avoir ces compétences, et c'est bien, c'est un plus, mais je ne suis pas convaincu que ça va remplacer, pour ainsi dire, des emplois. C'est rassurant, hein, quelque part. Alors Mieux peut-être vaut qu'on se dire essaye ça de que s'en le convaincre. contraire. Hein. Après, il faut aussi s'y mettre. Oui. Après, Comme le disait ça dépend Eric. du domaine. Voilà. Il faut être honnête, ça dépend du domaine. Quand vous êtes aujourd'hui dans le secteur de la traduction, il faut vous poser des questions. Moi, j'aime bien ce que vous disiez tout à l'heure tous les deux, Voilà. c'est-à-dire que ça va venir accompagner les personnes, donc ça va être un plus, et c'est pas tant qu'on va être remplacé par l'IA qu'il va falloir par contre s'y mettre, c'est-à-dire savoir les utiliser dans le cadre de notre travail quotidien, parce que ceux qui ne sauront pas l'utiliser, eux risquent effectivement d'être mis de côté. Tu en parlais justement tout à l'heure, Tristan, du Shadow AI, donc on va en parler, c'est un vrai sujet. Moi, j'ai posé la question, notamment on a fait un sondage, doit-on interdire l'utilisation des IA génératives au travail ? Parce que tout simplement, les retours que j'ai pu avoir de plusieurs experts, c'est depuis qu'on a ChatGPT, tout le monde s'amuse à faire ses requêtes et à mettre des documents dedans pour générer des IA, générer des mails et condenser un papier de 800 pages en quelques lignes. Mais ça pose évidemment le problème de la fuite des données. Donc, pour répondre à la question, on a quand même 1512 votants qui ont répondu. Donc on a oui à 11% pour l'interdire, non à 49%, ça dépend à 40%. Donc moi je veux bien votre avis, Tristan, typiquement. Je parlais de la responsabilité. Qui prend la responsabilité d'envoyer l'email qu'un ChatGPT ou un Gemini aura généré ? Ça a un double tranchant, la responsabilité. Qu'est-ce que l'on donne en termes d'information à cette AI. Donc c'est un peu ça le problème du Shadow AI. Je ne vais pas parler des grandes entreprises qui se sont mises à interdire l'accès à certains ChatGPT, du moins le public, le ChatGPT public, puisque justement des ingénieurs ont découvert que l'algorithme se nourrissait en partie de ce qu'il mettait d'informations confidentielles, de code confidentiel. Donc ça c'est un problème, c'est de la responsabilité aussi de l'employé. Et donc c'est vraiment à double tranchant, il faut toujours réfléchir où est-ce que va ma donnée ? Qui va voir ma donnée ? Qui pourrait exploiter ma donnée ? Et donc, c'est là le problème du Shadow AI. Donc, je ne sais pas si vous êtes confronté à la chose chez Dell. Nous, c'est simple, c'est un sujet de gouvernance, en fait, d'entreprise. Donc, ça se passe au niveau du COMEX. Donc, chez Dell, c'est Michael Dell qui a expliqué, qui a mis les règles en place dès le jour 1 avec notre CTO, qui est d'ailleurs on a un Chief AI Officer chez Dell, qui est notre CTO. Et donc, il y a des règles très claires qui ont été cascadées à toute l'entreprise. Et comme ça, on sait à quoi s'en tenir. On peut aller jouer, mais on sait que pas de données confidentielles. Et après, il y a un travail avec l'IT pour fournir les capacités à l'ensemble des employés, aux métiers, aux développeurs, au support, à l'ensemble des services, d'accéder à cette technologie, mais en interne, dans un environnement sécurisé. Donc ça, c'est un gros travail qu'il faut faire, qu'on s'applique à nous-mêmes. Hein. D'ailleurs, on a sorti, je vous parlais d'AI Factory. Les Dell AI Factory, ça sort de ça et on a industrialisé la façon de mettre ces plateformes très très rapidement en place chez un client pour qu'il puisse se donner ces capacités-là et pas freiner, parce que de toute façon, on l'a dit juste avant, l'humain qui saura utiliser l'IA, il passera devant l'humain qui ne l'utilisera pas. Ouais. Si vous l'interdisez, quoi qu'il en se passe, il y aura toujours un moyen de contourner le truc, à la maison, ainsi de suite. Donc il faut donner les moyens donc pour qu'ils puissent avoir accès à ces informations rapidement. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure, les 300 à 20 là, de notre client dans le médical. On lui a mis en place une plateforme en 3 mois, en interne, pour vous donner une idée avec des partenaires. C'est parce qu'elle est déjà pré-build, t-shirt size, et on est capable d'industrialiser. Et pas que le hard, hein. Hard, soft, tout l'écosystème qu'on industrialise. On a un industriel pour les industriels, j'aime bien dire ça chez Dell, mais c'est un peu la réalité. Et c'est un très bon point. Nous, par exemple, en interne, dans l'entreprise, on peut aller sur n'importe quel assistant de GenAI, que ce soit ChatGPT ou autre. On a un pop-up qui nous dit attention, pas d'informations confidentielles dans cet environnement-là. Il est en dehors du cadre de l'entreprise, donc ne mettez pas n'importe quoi.
concrètement. Et je suis d'accord avec Eric, il ne faut pas l'interdire. Parce que je prends l'exemple souvent des services de streaming, que ce soit vidéo ou musicaux. En fait, c'est pour moi la façon d'aborder la chose. Si on interdit l'accès à ce genre d'outils, on va brider l'innovation, même en interne. J'ai un client d'ailleurs qui m'a dit une fois que lui, ce qu'il cherchait à faire, c'était de le mettre le plus rapidement possible entre les mains des différents employés, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un employé pour savoir comment accélérer ses propres tâches. C'est bien, hein, les AI engineers, mais ils ne peuvent pas se mettre à la place d'un comptable. Ils ne peuvent pas se mettre à la place d'un ingénieur R&D qui fait la mécanique des fluides ou autre. Eux vont savoir comment tweaker la chose. Et donc, il faut, comme les services de streaming qui ont permis justement de réduire le piratage parce que les gens y trouvaient leur compte, il faut donner un accès plus facile à ces outils dans un périmètre sécurisé. Voilà, c'est contrôlé. Donc, nous, on a une règle de gouvernance. Aujourd'hui, on a une trentaine de règles de l'utilisation de l'IA et de l'IA générative au sein de Dell, dans l'ensemble pour les employés, pour la R&D, et ainsi de suite. Parce que quand vous allez mettre une fonction d'IA générative dans vos produits, quel est l'effet induit quand c'est l'utilisateur final qui va l'utiliser? C'est un peu comme l'histoire de la voiture autonome. Ouais. Donc, c'est des choses qu'il faut bien avoir pris en compte sur les enjeux que ça peut avoir. Donc, on a des règles, des gouvernances en place, c'est bien structuré, on sait exactement, et on passe par ces règles-là. Ce qui fait que, quoi qu'il en soit, un employé chez Dell, quelle que soit sa fonction, a accès à cette capacité pour pouvoir travailler. Mais c'est sous contrôle. Ça reste sous contrôle. Mais quelque part, on ne l'interdit pas. On a trouvé le moyen de lui donner accès à cette technologie. Et justement, de toute manière, le sondage est sans équivoque. Hein. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut utiliser la GenAI, trouver un moyen de l'utiliser. C'est aussi pour ça que nous avons cette stratégie-là chez Intel de déployer l'AI PC. L'idée, c'est de pouvoir permettre à l'AI de tourner directement sur le laptop parce que... Ah, ça, c'était ma question. Je veux bien... C'était ma prochaine question, donc si tu peux rebondir comme ça... Ok, non, très bien. En fait, l'idée de l'AI PC, c'est de pouvoir amener l'AI sur le laptop en lui-même. Et donc, ça va être très basique, hein, ce que je vais dire en termes de cybersécurité. Moins on évite d'envoyer la donnée à droite, à gauche, que ce soit dans le cloud, en faisant des appels API, plus on réduit la surface d'attaque, en fait, liée à l'utilisation de l'AI générative. Et donc, si on a... prenons un sorte de chat GPT hein, pour dire les choses de manière assez vulgarisée. Un chat GPT qui tourne sur le laptop, en fait, quand on lui envoie une question, s'il tourne directement là ici, la donnée ne quitte pas le laptop. Elle reste ici. Alors, je ne dis pas que c'est bulletproof. Hein. Je dis que c'est toujours plus safe que de prendre le risque d'envoyer la donnée quelque part, questionner un agent, un LLM dans le cloud, un chat GPT ou autre, et d'avoir tout ça uniquement sur le laptop. C'était pas du tout possible dans le passé. Aujourd'hui, les progrès en algorithmie permettent d'avoir des modèles comme du style de ChatGPT qui génèrent des réponses plus légers. Et les progrès aussi d'un point de vue compute sur nos processeurs permettent aussi de les faire rentrer dans ces laptops-là. Donc on a un contrôle sur la data. En fait, la data ne part pas. Et donc on évite cette fuite de données, le risque dont on parlait juste avant. C'est à la limite. Il faut évidemment mettre en place des mesures pour pouvoir s'assurer que la donnée soit sécurisée sur le poste client de la personne, mais on prend un risque en moins. Il faut le voir comme ça de manière macro. De toute façon, pour moi, les AI PC, ça va être une nécessité. Ouais. Quoi qu'on le veuille. Là, on parle d'un usage individuel en mettant les bonnes règles en place pour pouvoir tourner en local. Je suis d'accord avec toi. Moi, dans mes équipes, ils le font. Ils mettent des LLM et tout. Mais il faut la puissance. Donc, on parle, je ne sais pas si on parlera des Neural Processor Unit, ce type de choses qui permettent de tourner ces algos en local sur les PC. Moi, pour nous, aujourd'hui, un PC, c'est une extension du data center aujourd'hui. On va se poser la question, où est-ce que je vais exécuter au mieux l'algorithme d'IA générative? Mais comme je le disais tout à l'heure, ça s'insère dans des produits grand public aujourd'hui. Donc vous prenez un Windows 11 Copilot Plus Windows 11, c'est des fonctions dans Windows. Si vous n'avez pas un AI PC, vous ne pourrez pas bénéficier de la traduction automatique en live, même dans le train en mode sécurisé fermé. Vous n'aurez pas la super fonction Recall. Moi, je l'ai vu pour la première fois à Technology World au mois de mai, c'est exceptionnel. J'attends que ça, en termes de productivité. Mais ça, il faut un IPC pour tourner ces fonctions-là, parce que vous avez besoin de ce coprocesseur. Moi, j'ai quand même une pensée émue pour les 11% peut-être de responsables sécurité qui ont interdit l'usage de l'IA et qui vont passer pour les empêcheurs de tourner rond comme souvent. Mais en réalité, c'est difficile de leur jeter la pierre aussi. En fait, comme tu disais, Eric,
enfin, c'est peut-être une vision naïve, mais je pense que souvent la raison pour laquelle les gens bloquent tout simplement l'usage, c'est parce qu'on n'a pas les outils pour mesurer la nouvelle surface d'attaque, le risque que ça représente, et pas forcément aussi l'accès à ces nouvelles technologies de faire les choses en local. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on va dans le bon sens, on va pouvoir être un peu plus permissif, mais je comprends aussi la position d'un CISO qui dit, dans le doute, et à moins d'une direction claire qui vient du top de l'organisation, on va plutôt fermer les vannes. C'est regrettable parce que je pense que ça impacte aussi l'innovation. S'il les ferme, qu'il les ferme à l'extérieur. On internalise tout. Ça, c'est ce qu'on fait. Hein. On le fait dans des grandes banques. Ce que je vous dis, c'est juste, quand je précisais, c'est qu'il ne faut pas fermer l'accès à la technologie. Il faut donner la capacité via l'IT de pouvoir la fournir en interne, à minima. D'accord, c'est ça l'enjeu. D'accord. Et c'est ça qu'on fait. C'est être capable d'internaliser tout ça pour que ça ne freine pas les métiers. Ils ont accès, mais donc il faut que l'IT... Souvent, pourquoi on a du Shadow AI ? Parce que l'IT ne délivre pas. Donc c'est comment on aide l'IT à délivrer, c'est tout. Sachant que l'interdiction, de ce que j'ai pu comprendre sur d'autres émissions que j'ai faites, c'est très compliqué parce que on arrive toujours à trouver un moyen de contourner d'une manière ou d'une autre. Donc c'est un vœu, les 11%, je pense, de l'interdire, mais dans la pratique, finalement, on a du mal parce que une fois qu'on est habitué à un outil ou une technologie ou une solution, on va trouver un moyen finalement de l'utiliser. Donc, si l'IT fournit un service équivalent de même facture, il n'y a pas de problème. Il n'y aura pas de contournement. Clairement, nous on le voit chez Dell. On a notre chat Dell interne qui fonctionne très bien, qu'on a entraîné sur nos propres données, qui est même beaucoup plus efficace que l'externe, puisque forcément, c'est entraîné sur nos données internes. Donc, quand je veux avoir une vision précise sur un domaine donné, une synthèse, c'est beaucoup plus efficace que si je demande à un chat externe, ça c'est sûr. Ouais. Alors, j'ai une question qui est posée par le public et ça rejoint justement une de mes questions. Donc, Jojo qui dit, on peut faire tourner des modèles en local, mais quid de la question de calcul nécessaire ? Mon PC de bureau rame déjà sur Excel. Effectivement, moi j'avais demandé avec le boom de l'IA, un parc informatique sans unité de calcul dédiée, est-il vraiment possible ? A-t-on un risque d'accroissement de la dette technique ? J'allais prendre justement un step back. Non, mais c'est très bien. Et c'est top que les auditeurs posent la question parce que du coup, c'est très pertinent. Effectivement, il va y avoir des problèmes. Alors, je vais prendre justement un step back. ChatGPT, juste pour le petit background. ChatGPT, de base, c'était le modèle GPT-3. Qui est un modèle alors, la façon de quantifier la taille d'un modèle, c'est en nombre de paramètres. GPT-3, c'est 175 milliards de paramètres. Plus il a de paramètres, plus il faut de compute et plus il va être lourd sur la machine. Aujourd'hui, 175 milliards de paramètres, ça va effectivement sur un énorme serveur. On a un fleuron français de l'IA, Mistral, qui a littéralement positivement explosé, notamment grâce au Mistral 7B. 7B, c'est 7 billion, 7 milliards. Qui justement, donc on passe d'un modèle de 175 milliards de paramètres à 7 milliards. On imagine donc que c'est beaucoup plus léger. Aujourd'hui, sur des laptops relativement récents qui ont moins de 5 ans, un modèle de 7 milliards de paramètres peut tourner. Alors, je ne sais pas de quand date le laptop ou le desktop de l'auditeur. S'il est vraiment vieux, oui. Là, si Excel a du mal à tourner, peut-être qu'il a un autre problème que juste l'âge de la machine, ou peut-être qu'elle est vraiment trop vieille. Mais sur les laptops qui sont sortis sur les 5 dernières années, 2 à 7 milliards, ça peut tourner. Le problème, justement, qu'il va y avoir, parce que ce ne sont pas des IPC, les IPC, ça arrive que maintenant, le problème qu'il va y avoir, c'est que ça va prendre la majeure partie de la capacité de calcul de votre ordinateur. Donc, effectivement, vous allez avoir un mini ChatGPT qui va pouvoir répondre, alors moins bien que ChatGPT, parce que plus il est petit, moins il est correct, mais au moins il tourne sur votre machine. Et par contre, il va pouvoir tourner, mais votre PowerPoint derrière, ça va être plus difficile de l'utiliser, parce que toutes les ressources en compute, en calcul, seront accaparés par le réseau de neurones. C'est là où il y a les IPC qui rentrent en jeu. Alors ça, je reviendrai tout à l'heure après là-dessus, parce que c'est intéressant. Dans les IPC, ce sont des laptops ou des desktops qui sont à base de nouveaux Intel Core Ultra. C'est un CPU qui n'est pas qu'un CPU. Dans le CPU, il y a un mini GPU intégré. Il va y avoir un NPU. Donc CPU, c'est Central Processing Unit, ceux qui ne connaissent pas. GPU, c'est pour Graphic Processing Unit. Et NPU, Neural Processing Unit. Et donc, ces 3 choses-là vont être dans le même processeur Intel Core Ultra. Et donc, l'intérêt,
c'est que même si ça pourrait tourner sur les cœurs du processeur classique, on va le faire tourner sur le NPU qui a été pensé pour ne faire que ça. Donc il va arriver à apporter la même quantité de calcul avec une consommation bien réduite. C'est énorme. Hein. Et c'est énorme. Un PC de ce type-là, moi j'en ai déjà vu, hein, puisqu'on a ça évidemment en préparation avec Ansel. Et ça tient une journée sans le recharger. 24 heures. Et on fait tourner de l'IA générative dessus. Hein. Ouais. Donc ça a deux gains. Hein. Des fois on dit l'IA générative, ça consomme. Ben non, s'il y a des bons processeurs qui vont bien, avec les bonnes processing uniques, finalement, on peut arriver à s'en sortir. Je parle en termes d'exécution, parce qu'il y a différentes phases dans l'IA générative. Hein. Il y a la partie entraînement, fine-tuning, spécialisation et inférence, exécution. Sur l'inférence, on peut optimiser avec ses NPU, etc. Donc on a des moyens d'optimiser de façon très très forte. Et c'est un très bon point aussi parce que de base, alors c'est assez peu connu, hein, la GenAI, c'est la technologie derrière, c'est Large Language Model, LLM, comme ChatGPT ou autre. L'idée de base, c'était plutôt de faire de la traduction ou autre. Et donc il y a plein de use cases comme ça qui vont être apportés dans les AI PC. On en utilise, pour ceux qui utilisent Teams, on en utilise ce genre de technologie tous les jours, comme le background blur. Donc ça, c'est un algo AI, pas de génération, pas générative, mais qui nous détecte, qui nous détourne et qui remplace le fond par autre chose. On a aussi du live transcript, donc de la transcription en live. Et tout ça, ça va être des choses qui vont pouvoir tourner sur le CPU, mais pas sur les cœurs qui sont du CPU, qui sont utilisés par PowerPoint ou Excel. Tout ça va être offloadé, donc sorti du cadre classique et mis sur le NPU pour pouvoir tourner en consommant beaucoup moins d'énergie. Moi, j'ai vu tourner du live transcript, donc de la transcription en live. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup en anglais. Consommation du processeur, 0,2 watts. À titre d'information, un processeur, c'est pensé pour consommer 15 watts pour faire du PowerPoint ou de l'Excel. Quand on a ce genre d'algorithme AI qui ne consomme que 0,2 watts, on comprend l'intérêt du NPU. C'est pas d'accélérer et d'arriver avec des modèles encore plus gros, c'est de faire ce qui est aujourd'hui possible en AI, Gen AI, mais de le faire en consommant beaucoup moins, en ayant ce NPU dédié à l'AI. Alors justement, on a une question de Stéphane qui essaye de relier aussi cette question de l'IA avec la cyber. Ça tombe bien parce que c'était ma prochaine question. Finalement, mes questions, elles sont dans le bon ordre, je trouve, parce que ce soir, on est très synchro avec le public. Donc, je suis fière de moi. Donc, je pose la question, quelles sont les récentes avancées en termes de détection avancée de menaces permis par les IA et les NPU ? Et donc, en même temps, Stéphane qui posait la question, donc on comprend effectivement qu'il y a une question de puissance et de technique autour de l'IA, mais il a envie de remettre l'être humain au centre et il demande qu'est-ce qu'on peut envisager en matière de cyber. Peut-être pour répondre à la question, si je regarde de notre lorgnette, quand on prend, l'histoire qui est connue, c'est l'histoire du pourquoi de la création de l'entreprise et de l'EDR. C'est autour de s'éloigner des modèles antivirales classiques, récolter plus de télémétrie, couper avec la threat intel. Bon. Ce qu'on connaît un peu moins, c'est le comment. Et le comment, pour notre fondateur George Kurtz, ça passait par quelque chose qui est complètement transparent pour l'utilisateur, qui est invisible, aucun impact, pas de reboot. Quand on déploie l'agent, ça doit être complètement transparent. Et du coup, c'est de cette vision-là initiale dont on a hérité aujourd'hui la vision, c'est-à-dire d'avoir un certain nombre de choses qui sont effectuées en local, sur les postes, et puis un certain nombre d'opérations, notamment tout ce qui est propre au machine learning, à l'intelligence artificielle, qui doivent être faites dans le cloud. Donc il y a toujours un compromis entre ce qui peut être fait en local et ce qui va être fait dans le cloud. La réalité, effectivement, comme on le disait, c'est qu'on est contraint par ce qui est possible de faire d'un point de vue local. Du coup, l'arrivée des NPU, ça a tendance un petit peu à bousculer le statu quo. Un exemple parmi d'autres, c'est autour de ce qu'on fait, par exemple, autour de l'analyse de scripts en mémoire pour tout ce qui est fileless malware. Aujourd'hui, en fait, ça, pour bien détecter ça, on utilise ce qu'on appelle des réseaux neuronaux convolutifs. Et ça, c'est quelque chose qui est très gourmand, donc typiquement qu'on fait plutôt dans notre cloud. Maintenant, comme on l'a dit, tout ce qu'on envoie dans le cloud, potentiellement, c'est du compute qu'on paye. Peut y avoir de la latence, peut y avoir aussi des aspects de gouvernance, dans quel cloud on l'envoie, comment sont sécurisées les données. Bref, il y a quand même un intérêt à pouvoir le faire un peu plus en local. Et du coup, il y a certains tests qui ont été faits, un petit peu sous forme de proof of concept, en utilisant notamment les NPU de Intel, pour dire, tiens, ces capacités-là, on va les ramener en local. Bon, on essaye avec uniquement du CPU. Bon, pas de chance, quand on essaie de faire la même chose qu'on faisait en cloud, on arrive à peu près 20% de consommation de CPU.
le compte n'y est pas en termes de transparence. En revanche, quand on utilise ce que tu décrivais, la combinaison du NPU et du CPU, on arrive à quelque chose qui est inférieur à 1%. Donc ça ouvre, on va dire, un nouveau panel de choses qui peuvent être faites en local, et on en revient du coup à l'objectif de départ. On gagne en rapidité, et c'est pas négligeable. Et puis on gagne aussi d'autres bénéfices au passage, celui de la performance, etc. C'est un très bon point. C'est aussi, c'est une légère redite, mais d'un point de vue d'Intel, surtout de notre point de vue, c'est que CrowdStrike arrive à très bien exploiter la moindre partie de notre CPU. Donc, comme j'expliquais, dans notre CPU, il n'y a pas que le CPU, c'est un abus de langage. Dans le CPU, il y a le GPU intégré. Donc déjà, vous l'exploitiez déjà dans le passé pour offloader certains workloads et que ce soit plus transparent. Donc les cœurs utilisés par Excel ou PowerPoint soient laissés aux utilisateurs pour être justement ne pas manger le compute de l'utilisateur. Et là maintenant avec le NPU, ça ouvre vraiment ce nouveau champ des possibles en offloadant la chose, consommant très peu d'énergie et en laissant le compute à l'utilisateur pour son Excel ou autre. Alors, on fait une petite pause pour revenir sur les messages clés qui ont été échangés. Donc, je partage à l'écran pour notre public, notamment ceux qui ont pu nous rejoindre avec un peu de retard, les 3 messages clés qui ont été mis en avant. Premier message, la capacité d'auditer les IA, c'est-à-dire de comprendre comment l'IA arrive à un résultat, est une problématique essentielle. Deuxième message, on ne pourra pas survivre avec des PC Pro sans unité de calcul dédiée à l'IA au vu de l'intégration croissante de l'IA dans les softwares, y compris les solutions de cybersécurité. Les nouveaux AI PC d'Intel peuvent apparemment tourner 24 heures sans recharge. Troisième message... De Dell intégré. De Dell. Oui. Troisième message, contre le Shadow AI sans politique IT interne, descendant du COMEX, la tentation des responsables sécurité pourrait être de bloquer l'accès des IA au cas où. Donc, on reprend l'émission et on avance. Moi, je voudrais poser la question, qu'est-ce que le Edge AI et quels enjeux comporte-t-il en termes de sécurisation de la donnée, mais aussi de productivité ? Donc ça, c'est peut-être un sujet que moi, je vois beaucoup dans le manufacturing, dans les télécoms. On parlait d'automobile tout à l'heure, dans aussi la grande distribution. C'est sûr qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, et c'était des messages qui étaient passés, tu parlais de Mistral tout à l'heure, on voit de plus en plus, et une grosse tendance, c'est amener l'IA à la donnée. Or, si vous avez regardé, il y a des études de Gartner qui disent à peu près, ils estiment que d'ici l'année prochaine, 75% des données seront créées en dehors des centres informatiques et du cloud. Sont donc traitées à la périphérie où la donnée est générée, avec les devices et ainsi de suite. L'IoT, toutes ces choses-là. Donc c'est un enjeu important de pouvoir traiter la donnée à la source, pouvoir agir dessus en temps réel, et pour ça, on emmène de plus en plus d'IA pour être de plus en plus efficace. Productivité du manufacturing. Chez Dell, on a une supply chain, je pourrais vous en parler des heures. Enfin, c'est un gros sujet d'industrialiser tout de bout en bout. Et donc, on emmène l'IA jusqu'ici. Mais c'est un enjeu. C'est-à-dire que là, quand vous êtes à The Edge, vous êtes dans les télécoms, vous êtes en pleine nature, il n'y a pas d'experts cybersécurité autour, donc en termes de compétences. Et donc, c'est un sujet. Comment je fais ? Donc, nous, on a travaillé dessus. On a fait une solution pour amener le matériel et le logiciel de manière sécurisée au bout et de pouvoir pousser toute la chaîne, y compris l'IA, jusqu'au edge, en ce qu'on appelle en anglicisme zéro trust, zéro touch. Je n'ai pas les compétences, je n'ai pas les experts cyber, eh bien je vais certifier, je vous disais tout à l'heure, la supply chain de Dell, elle est super sécurisée, on signe les hardware, donc on sait déjà que le hardware qui sort, si quelqu'un le touche ou l'ouvre, on a des détecteurs avec des technologies d'Intel notamment, qui nous disent quelqu'un a ouvert le truc, donc attention. Donc on est capable de l'arrêter. On a les root of trust pour booter, pour s'assurer aussi que tout software qu'on va déployer est signé. Donc on ne peut pas tourner sur le matériel quelque chose qui n'est pas signé. Et après, la problématique, c'est comment j'enrichis ça dans une plateforme qui puisse déployer le logiciel dont j'ai besoin, y compris l'IA à The Edge. Donc on a mis tout ça en place, ça s'appelle Dell Native Edge, et ça pousse jusqu'au Edge et ça sécurise l'ensemble de la chaîne. Parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est l'IA, et elle se déploie de plus en plus partout. L'IA, tu disais, a diminué. Donc on a parti des très gros large language models, donc grands modèles de langage, mais on les spécialise de plus en plus pour des problèmes d'efficience, d'être plus efficace pour répondre aux enjeux. Et on crée aujourd'hui des agents IA qui vont tous collaborer les uns avec les autres. Donc à la limite, l'humain, il va arriver en début de chaîne pour c'est quoi la problématique, et en fin de chaîne pour vérifier ou valider en fonction du risque associé, mais on va avoir ces agents collaboratifs et qui vont être au edge, qui vont être au milieu, qui vont être dans le cloud et qui vont tous collaborer. Et donc, ça devient une surface d'attaque potentielle pour les attaquants. Parce qu'aujourd'hui,
Et nous, en tant que défenseurs, il faut qu'on sécurise toute cette chaîne. Par contre, l'attaquant, s'il arrive à attaquer sur l'IA, ça va être un point d'entrée intéressant pour eux. Donc c'est pour ça qu'il y a un gros enjeu et qu'on cherche à sécuriser l'ensemble de la chaîne. Je suis d'accord. Et je le résume en général en 3 points. Il y a l'aspect sécuritaire. Comme Eric le disait, si la donnée est traitée à l'edge, on limite la surface d'attaque, on évite de l'envoyer à droite, à gauche, et comme ça on limite la potentielle interception. Il y a aussi une question d'expérience utilisateur. C'est-à-dire que dans certains use cases, typiquement la détection d'entrée dans un bâtiment, détection de plaques d'immatriculation, savoir si c'est un véhicule recherché, volé ou autre, on ne peut pas se permettre d'envoyer la donnée quelque part, d'attendre qu'elle soit traitée et que l'information soit renvoyée. Donc ça, c'est un vrai problème, la latence. Pareil, on parlait de Local AI Assistant, comme ChatGPT. Le jour où c'est sur les IPC, on n'a plus besoin d'Internet, typiquement. Ça, c'est une très bonne user experience, pouvoir poser des questions, gérer des choses sans avoir une très bonne connexion Wi-Fi, ça c'est génial. Et il y a un autre point qui est aussi, pas le ROI, mais la viabilité du projet. Si aujourd'hui il y a autant une telle emphase sur l'AI et la façon de faire de l'AI, c'est que certains projets ont besoin d'être à l'edge, pour des raisons de cyber ou de latence, mais il faut qu'ils soient aussi viables dans le temps. Par exemple, je prends un exemple que j'aime bien citer, j'ai eu travaillé sur un projet de maquillage virtuel. Il fallait que la machine qui permette de tourner ça soit à l'edge pour ne pas avoir d'échange et de latence trop longue, parce que si on bouge et que le maquillage reste à un endroit, c'est horrible, on évite ça. Mais il fallait aussi que le format soit légèrement restreint pour ne pas coûter trop cher. Si on imagine un déploiement dans plein de magasins en France, on ne va pas se permettre de mettre un serveur de data center dans tous les magasins d'une enseigne en France. Et donc il y a toutes ces problématiques-là de ROI, de viabilité, qu'il faut prendre en compte. Parce que si on les oublie, c'est là où on va droit à la catastrophe, parce qu'on se retrouve avec quelque chose qui n'est pas viable, pas déployable. Alors jusque-là, on a beaucoup parlé notamment de la sécurité par l'IA. Moi, je me pose aussi la question de la sécurisation des modèles en eux-mêmes, au niveau des données notamment qu'on utilise pour les alimenter. Je reprends justement une phrase, donc 38% des employés partagent des informations sensibles avec des outils d'IA sans la permission de leurs employeurs. Et la Gen Z et les millennials sont davantage concernés avec 46% et 43% respectivement qui ont admis le faire, contre 26% et 14% pour le Gen X et les baby boomers. Donc comment on fait pour sécuriser justement les données qu'on utilise pour les alimenter? En fait, il y a une expression qui n'est pas de moi, mais que j'aime bien, c'est de dire si l'IA, c'est un espèce de moteur qui nous permet d'accélérer, l'essence de ce moteur, c'est la donnée. Donc, en fait, il y a un certain nombre de choses qu'on fait au niveau de la sécurisation de la donnée qui s'appliquent aussi à l'IA, autour de la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité. Maintenant, il y a quand même des problématiques un peu plus spécifiques à l'IA qui convient de se poser la question. On a parlé de l'acuité des résultats, les phénomènes d'hallucination. Il y a également l'idée que ça crée une nouvelle surface d'attaque pour tout ce qui est empoisonnement des données, sur les jeux de données, les injections dans le prompt, essayer de faire dire des choses, et puis tout l'aspect également de fuite de données. Donc, encore une fois, il n'y a pas de recette miracle, il y a des choses quand même qui permettent de sécuriser. On a vu notamment l'arrivée d'un certain nombre de solutions qui sont dédiées à ça, au fait de sécuriser les modèles d'IA. Il y a Gartner qui a sorti un nouvel acronyme, encore un, de AI SPM pour Security Posture Management, donc au même titre qu'on fait du Cloud Security Posture Management pour comprendre comment mon cloud est configuré. Quelque chose de similaire va voir le jour pour les IA, en essayant de comprendre déjà quel est l'inventaire de tous les services, tous les actifs qui sont utilisés dans le cadre de mon modèle d'IA, comment tout ça est mis en œuvre, comment c'est configuré, est-ce qu'il y a des best practices, est-ce qu'il y a potentiellement des vulnérabilités, des choses qui peuvent être... Et puis également aussi l'aspect de détection en temps réel. Si quelqu'un effectivement essaye de faire de l'injection dans le prompt, c'est quelque chose qu'on va détecter, qu'on va potentiellement empêcher. Donc voilà, ça produit cette émergence également de nouvelles solutions. Aucunes sont miracles, mais je pense que voilà. Il y a des nouvelles tendances effectivement. Quand je vais parler, ça c'est plutôt en amont, enfin ou en aval, mais effectivement de sécuriser. On commence à parler de firewall pour l'IA et pas des IA firewall parce qu'il y a aussi l'IA dans les firewalls pour que ça améliore les firewalls. Mais là c'est plutôt, comme tu le disais, des notions de proxy
pour éviter du prompt injection, mais c'est en devenir aujourd'hui, c'est pas encore là. Par contre, il y a un sujet important qui est, j'en parlais tout à l'heure, je vous donne un exemple de l'IA qu'on met sur nous, un Vault, un coffre-fort de sécurité pour la minimum viable company, où aujourd'hui on sanctuarise des applications critiques, mais quand on met de l'IA dans un process qu'on automatise de bout en bout, ça en fait partie. Donc il faut sécuriser le modèle, donc le sécuriser dans le Vault, sécuriser les données associées, parce que s'il se fait attaquer, si on a passé du temps à l'entraîner, à le fine-tuner, à l'adapter, c'est un problème. Parce qu'après, s'il est cassé, il faut tout recommencer depuis le début. Donc, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place. On a, nous, ce qu'on appelle un surveil qu'on conduit régulièrement, c'est le Dell Data Protection Index. Et les clients sont conscients, 88% d'entre eux, ils identifient bien que l'IA générative, comme on le disait tout à l'heure, ça crée de la donnée. Et donc, ces données-là, il va bien falloir les sécuriser parce que ça fait partie du patrimoine de l'entreprise. Et aujourd'hui, 65% ne sécurisent globalement dans des entreprises que 50% de ces données créées. Donc c'est un sujet. Il faut être capable de l'accompagner, mais ça fait partie de rentrer dans le processus parce que s'il y a une attaque, il va falloir aussi la sécuriser pour pouvoir la recovery, pouvoir restaurer dans l'état. Et je vais peut-être enfoncer une porte ouverte pour les gens sur le call, mais quand je lis justement ce genre de remarques, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une sorte de sacralisation de ce qu'est l'AI. Aujourd'hui, les AI, ce sont ce qu'on appelle des modèles. Les modèles, ce sont des fichiers. On peut télécharger un modèle sur, alors la plateforme connue de tous, c'est Hugging Face. Là, quand je vois ce genre de remarques, 38% d'employés partagent des informations sensibles avec des outils d'IA sans la permission de leur employeur, je me demande qu'est-ce qui empêche l'employeur d'avoir un tenant OpenAI privé dans le cloud ou de développer assez facilement une application à partir de ces modèles-là qui sont disponibles gratuitement, j'ai envie de dire, sur Internet, et de développer leur application de GenAI qui fera ce que fait ChatGPT. Donc il y a un peu il y a quelques portes ouvertes à enfoncer, ça reste un fichier, on peut construire des choses très facilement autour de ces fichiers-là. Je l'ai moi-même fait. Construire mon local AI Assistant, je l'ai fait. J'estime que si moi je l'ai fait, il doit y avoir un bon millier, voire millions de personnes dans le monde qui savent le faire. Aujourd'hui, c'est le genre de remarques qui sont un peu décalées, je pense, et qui dénotent d'un manque de compréhension de ce qu'est l'IA. Ça reste un fichier. On peut construire très facilement, plein de personnes savent construire des applications autour de ça, et le fait de maîtriser l'application, où tourne ce modèle, qui l'adresse de quelle façon, comme on pourrait faire un site web sur l'intranet, ça change beaucoup de choses, et ça évite ce genre de leaks sur des modèles publics. Et pour vous aider à faire le tri dans les plus de 700 000 modèles qui tournent sur Hugging Face quand même, donc effectivement pour ceux qui ne sont pas acculturés, ça peut être compliqué. Nous, on a créé un portail avec Hugging Face qui s'appelle dell.huggingface.io. Donc vous avez un compte sur Hugging Face, vous rentrez dans ce portail, et on a déjà fait le tri sur un certain nombre de modèles qu'on a optimisés. Tu parlais de pouvoir les faire tourner au plus petit. On va à une étape supplémentaire, ça s'appelle la quantisation pour les experts. On va encore réduire l'empreinte mémoire tout en gardant la précision. Et donc, on l'a packagé pour que ça puisse se déployer justement on-premise. Alors, souvent plutôt sur des serveurs parce qu'il faut un peu de puissance, oui. Mais on peut aussi l'utiliser sur un APC de préférence pour qu'il puisse faire autre chose en même temps et qu'il consomme peu. Et donc, on a ces capacités-là. Donc, allez faire un tour si vous voulez voir. Vous pouvez le faire. Je me demande s'il n'y a pas aussi un aspect tout simplement de méconnaissance. Qu'est-ce qui représente de la donnée privée ou pas, au même titre qu'on pouvait très bien écrire un email et envoyer des informations confidentielles sans comprendre la nature privée des informations. Désormais, les constructeurs ont un petit peu embarqué ça, c'est-à-dire que parfois même il y a des choses qui vont dire on a reconnu des choses qui semblent être privées dans cet email, est-ce que tu es sûr que tu veux l'envoyer? Donc on va avoir, je pense, un peu des choses similaires dans le côté de l'AI, des choses qui vont un peu empêcher l'utilisateur de faire des choses qu'il ne devrait pas faire. Et puis d'autre part, la responsabilité elle n'est pas uniquement sur l'utilisateur, je pense que ce serait un peu irréaliste, mais il y a par exemple aussi pour tous ceux qui proposent des assistants conversationnels ou ce genre de choses, l'idée de savoir reconnaître quand on voit passer de la donnée, des choses qui sont de la PII, ce type d'information de manière automatique et peut-être le traiter différemment également dans un process qui n'est pas le même, un chiffrement différent, etc. On en revient tout à l'heure, on parlait de notion de gouvernance et qu'il faut mettre en place une gouvernance et dans cette gouvernance où il y a des règles, et il y a les capacités de donner moyens aux employés, on en a parlé, mais il y a aussi les former.
Donc il y a toute une gestion du changement Oui. et ils mettent toute une politique en place pour l'acculturation des employés à savoir utiliser et dans leur métier. Les achats, j'étais au Conseil national des achats la semaine dernière, c'était un sujet, on a travaillé avec eux sur un livre blanc sur l'IA pour les achats. Et ils ont fait un travail gigantesque, très très bien. Si vous avez l'occasion de lire ce livre blanc, il est vraiment très enrichissant. Mais c'est pareil pour les fonctions finance, et c'est pareil partout. Donc il faut acculturer les gens. Et on va plus loin. Il faut aussi, j'en parlais tout à l'heure, il y a ceux qui sauront utiliser l'IA et ceux qui ne le sauront pas. Donc plutôt dans un problème sociétal, c'est comment fait-on pour s'assurer que tous aient accès à cette technologie. Et donc, c'est un enjeu de société. Alors, je suis d'accord avec toi, Michael, par rapport à la donnée. Et je voulais en parler justement tout à l'heure quand on a eu cette thématique-là, de savoir même qu'est-ce qu'une donnée sensible. Parce que finalement, on va avoir des collaborateurs qui mettent des informations dans ChatGPT ou Gemini, mais qui sont persuadés au final de ne pas mettre d'informations particulièrement sensibles, parce que si ce n'est pas les plans d'un missile nucléaire, au final, ce n'est pas si problématique que ça. Et j'avais fait une conférence il n'y a pas longtemps sur l'IA, et j'avais commencé ma conférence, parce que je voulais parler du Shadow AI, et j'avais commencé la conférence en disant, bon, j'imagine que dans la salle, vous êtes plusieurs à utiliser ChatGPT de façon quotidienne pour le travail. Donc il y a plein de mains qui se lèvent. Et là, je dis, et pourtant, vous mettez des informations sensibles. Et je vois en fait une personne en face de moi qui fait une tête en mode, bah non, pas du tout. Et à la fin de cette conférence, je suis partie discuter avec cette personne qui en fait est commerciale et qui me disait, moi, je reprends juste des mails pour voir s'il n'y a pas des coquilles ou des fautes d'orthographe. Sauf que dans le mail, bah, on a le montant du contrat, on a le nom du client. Et ça, c'est des données extrêmement importantes pour un concurrent stratégique. Absolument. Finalement, de savoir où vous positionnez votre prix pour finalement faire quelque chose de 15% moins cher. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que même la définition de qu'est-ce qu'une donnée sensible, on n'a pas tous la même compréhension de ce que c'est. Et donc, forcément, même dans son utilisation, on ne sait pas exactement ce qu'on est en train d'injecter. Et je pense que tu as raison quand tu dis que ce n'est pas juste du fait du collaborateur. Là, il y a une sensibilisation à faire sur l'utilisation, mais aussi sur qu'est-ce qu'une donnée sensible et comment on peut traiter une donnée et l'utiliser contre vous. Et je pense que là, on a un problème de compréhension du grand public en général, pas dans la cyber, où je pense qu'il y a vraiment, on a bien compris ce que c'était, mais plus largement, on ne sait pas trop déterminer ce qui est sensible de ce qui est Mais Georges Michael, c'est pas qu'un sujet d'individu, c'est un sujet d'entreprise qui se doit de former l'ensemble de sa population au sujet. C'est fondamental. Alors évidemment, nous, on est dans des entreprises technologiques. Je pense que notre population est plus, je dirais, affûtée sur le sujet. Oui. Mais c'est vrai que, bon, voilà, dans mon entourage, j'ai vu des usages, effectivement, et quand je leur expliquais, mais tu te rends compte de ce que tu as fait là ? Tu as mis dans le public ce type d'information. Et ils ne s'en rendaient pas du tout compte. Tout à fait. Et je pense que aussi l'entreprise, je trouve que ça illustre bien la chose, l'entreprise se doit de mettre en quelque sorte comme les barrières pour les rigoles au bowling. C'est-à-dire que c'est très bien. Hein. Alors nous, déjà, on a ce pop-up qui nous dit attention, pas d'infos confidentielles. Dès qu'on va sur Gemini ou autre, ça arrive. On a le pop-up, attention, il ne faut pas mettre d'informations sous CNDA. Tu fais ça à tes propres risques et périls, etc. Mais je pense qu'aussi, et comme j'ai pris l'analogie des plateformes de streaming, soit vidéo ou musicaux, il faut mettre des outils entre les mains des collaborateurs qui vont leur éviter d'aller sur ChatGPT. Si on a une espèce d'application qui utilise même un tenant sécurisé de ChatGPT quelque part, mais qui est maîtrisé par l'entreprise, qui n'est pas le ChatGPT public, ou une AI qui tourne en local, déjà on voit bien qu'ils n'auront pas intérêt à aller ailleurs et faire de la vérification d'email. Surtout que ça se fait très bien aujourd'hui en local, il faut le savoir. Faut être un peu justement sur le sujet, télécharger certaines applications ou les développer soi-même pour avoir son AI local aujourd'hui. Il faut que les entreprises vraiment prennent conscience que c'est un des meilleurs moyens d'empêcher les informations de fuiter. Si on court-circuite l'accès à Internet et qu'on le rend encore plus facile directement aux collaborateurs, bon, il faut les prévenir, on est d'accord, mais si en plus on leur évite d'aller jusque-là et de prendre conscience de ce problème-là, c'est encore plus direct. Alors, on arrive à la fin de cette émission, donc je vais poser ma dernière question. On en a un petit peu parlé, mais je pense que ça peut être pas mal de finir
en rentrant un petit peu plus. Donc effectivement, les IA, c'est formidable. On les utilise pour pas mal de choses, en tout cas pour nous soutenir, comme on l'a dit au début de cette émission. Pour autant, il y a aussi une réelle inquiétude autour de la donnée qu'on utilise pour l'alimenter et qu'est-ce qui pourrait être fait de cette donnée par la suite. Donc là, j'ai retrouvé cette petite citation de Reddit qui répond à une question qui était « Quel buzzword cyber détestez-vous le plus ?» Et quelqu'un qui a écrit, qui est vachement remonté dans le fil, « Les termes IA et ML sont dangereux car la plupart des profanes ne se rendent pas compte que cela signifie que la solution va quasi certainement devoir collecter des données et se brancher sur le réseau. » Alors, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que l'IA est vraiment un danger pour nos données puisqu'elle se nourrit après tout de ces données-là? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on en a déjà pas mal évoqué. C'est qu'effectivement, si vous ne maîtrisez pas, si c'est une boîte noire et que vous êtes connecté sur une API, vous ne savez pas que votre service IT n'a pas fait le boulot, et ben, résultat, vous ne savez pas du tout, vous lui donnez vos données et vous ne savez pas du tout ce qu'ils vont faire et où elles vont aller à la fin. Peut-être qu'il va vous donner dans la réponse qui vous satisfait, mais vous n'avez aucune idée de l'exploitation qu'il va en faire, ça c'est sûr, c'est une certitude. Donc la question, c'est pour ça que nous on travaille beaucoup, il y a beaucoup de proof of concept sur les AI génératifs qui sont partis dans le cloud public, parce que c'est plus facile d'accéder, etc. Mais après, quand on voit tous ces enjeux, souvent il y a quand même eu un balancier qui est fait, surtout s'il y a des données sensibles, de le ramener chez soi, parce qu'on a les capacités de le faire, comme tu le disais très bien. Nous, on a fabriqué des usines à IA qu'on peut déployer très rapidement, avec les stacks logiciels, parce qu'il faut des logiciels, évidemment, pour que ça s'opère comme dans le cloud public. Pareil, à The Service, etc. Parce qu'on va vous dire, ouais, mais est-ce que c'est servicisé de la même façon? Oui. Donc on est capable de le faire. Dès la Factory, allez faire un tour, on peut vous expliquer comment ça marche. Mais c'est vraiment fait pour ça. Et une fois que vous êtes chez vous, vous rentrez dans le périmètre de sécurité qui est maîtrisé par votre entreprise. Donc c'est plus un sujet. Vous êtes chez vous, vous êtes au edge, comme on l'a dit, fermé. Il faut juste, quand c'est le edge pas sécurisé dans les data centers, il faut quand même se donner les capacités, et on l'a fait aussi, de pouvoir pousser de l'IA n'importe où sur la Terre, quelque part, de façon sécurisée. Donc on sait faire. C'est pas un sujet, mais c'est toujours pareil, on en revient au sujet d'avant, acculturation, savoir ce qu'on fait, responsabilité d'entreprise de former les collaborateurs à ça, de les tenir informés, parce que c'est un milieu qui évolue très très vite. Il y a des choses qui sortent tous les jours de façon nouvelle. Donc nous, quand on bâtit ces usines à IA, on les garde très ouvertes pour pouvoir anticiper les nouvelles technologies qu'Intel va nous sortir dans 2 ans, et on travaille déjà avec eux sur le futur et comment on va pouvoir l'intégrer dans cette chaîne-là pour pouvoir faire quelque chose d'évolutif dans le temps et qui soit sous contrôle. Le maître mot, c'est contrôler, savoir ce qu'on fait. Je suis d'accord avec Eric, et je suis aussi d'accord avec la citation de Reddit. Et comme tu le disais, il y a un problème d'acculturation. Il y a ceux de la tech qui connaissent plus ou moins, qui ont un vernis, qui vont pouvoir aller un peu dans le vif du sujet. Et il y a les 90% restants qui, justement, comme je disais, ont un peu sacralisé les AI, c'est les AI, ça nous répond, qui sont pas capables qui n'ont pas encore eu ce déclic, mais en fait, le modèle, c'est qu'un fichier. C'est un fichier comme un fichier Excel. Il suffit juste de savoir comment bien l'utiliser, ce modèle-là, comment le déployer, etc. Et le jour où et le problème sera en partie résolu le jour où les gens seront capables de dire « Ok, je vais m'en saisir, je vais le mettre dans son carcan, à la maison, dans un endroit sécurisé, et je vais l'utiliser sans que la donnée parte ailleurs. » Il faut vraiment désacraliser un peu cette chose-là qu'est l'AI. Bien écoutez, parfait. On arrive à la fin de cette émission. Je n'ai pas pu poser toutes les questions qu'a posé le public. Donc je comprends finalement, moi, ce que j'en conclus, c'est qu'il ne s'agit pas d'un buzzword. Il y a de réelles avancées technologiques, même si parfois certains l'utilisent de façon marketing, mais on a de vraies avancées. Mais écoutez, merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions, d'avoir répondu également aux questions du public. Je remercie le public de nous avoir suivis, d'avoir interagi. J'ai pu suivre tout ce que vous avez dit à distance. Ce soir, on était en partenariat avec Intel vPro, qui d'ailleurs vous met à disposition un livre blanc pour aller avec cette émission. Je vous dis à très bientôt pour notre prochaine émission et bonne soirée.